Tata. On en a parlé toute la journée à demi-mot, nous y voilà. Bon. Donc il est 16h35, donc je ne vais pas parler très longtemps, le but c'est d'échanger. Je laisserai Emmanuel bien sûr couper court à nos discussions pour respecter le programme. Donc j'ai mis cette image pour vous faire évidemment sourire, puisque en effet c'était dit, l'IA c'est à la mode. Pourquoi ? Parce que notamment les concepteurs d'IA sont très inspirés par la science-fiction, aiment bien y recourir. Donc c'est tout un langage verbal qui volontiers est assez théâtral. Donc c'est un rappel, mais ce n'est pas du tout mon propos. Moi, je vais vous parler de quelques éléments concrets, de pistes de réflexion. L'IA pose beaucoup de questions. Elle se greffe à d'autres innovations techniques qu'on a évoquées aujourd'hui. Et puis l'IA en elle-même, voilà, 60 ans d'existence. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce, pas forcément de nouveautés, ça dépend des éléments. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est surtout de susciter des curiosités. On n'aura pas le temps de dire et de voir beaucoup de choses ensemble aujourd'hui, dans ce domaine qui a évolué très vite et qui va évoluer encore plus vite. L'idée, c'est de ne pas rester en arrière de cette évolution pour en être victime. Tel projet qui nous tombe dessus, on a eu l'exemple. Telle évolution, j'écarte toutes les questions de remplacement des métiers. L'IA remplace des tâches, pas des métiers. Donc c'est pas ça la question. La question, c'est plutôt comment on va peut-être se sentir un peu mis de côté par des outils qui vont être développés sans nous, sans nos habitudes, sans notre méthodologie. Donc en fait, c'est à nous de s'emparer du sujet de manière méthodique, ciblée. Il ne faut pas se précipiter, mais c'est évident que c'est un sujet important, qui est assez nouveau. Personne n'a été formé à ça, puisque c'est quelque chose qui vient d'émerger. Donc voilà, c'était l'occasion de donner quelques éléments généraux et surtout d'inviter à réfléchir ensemble déjà ce soir et surtout de continuer à en discuter par la suite avec toutes les questions qu'on a pu voir sur comment on anime les réseaux. Donc si on avance un petit peu, je voulais dire que on en parle en ce moment puisque vous connaissez sans doute la revue Culture et Recherche. Le dernier numéro est justement sur l'intelligence artificielle. Donc si votre question c'est à quoi ça sert dans la culture, vous avez 150 pages pour y répondre, qui sont vraiment passionnantes, beaucoup de petits articles de 2 ou 3 pages. Tous les domaines sont abordés, archives, musées, création artistique, sauf l'inventaire, à part cette petite phrase que j'ai extrait d'un article sur Notre-Dame de Paris, qui évoque l'outil OpenTeso. Donc en fait, c'est sur une toute petite partie de cet outil, mais on voit bien évidemment que nous, qui est notre matériau de base, certes c'est le terrain, mais c'est aussi la donnée. L'intelligence artificielle a 2 moteurs, la puissance de calcul et les données. Donc nous, on est en plein dedans, donc c'est pas étonnant qu'en Ile-de-France, on se soit intéressé de près à la question des données, du volume de données conservées, des données en grande quantité et de grande qualité, puisque ça fait des années qu'on travaille sur les standards, sur comment normaliser notre vocabulaire, et donc c'est de l'or que les gens nous envient. Il ne faut pas qu'on se laisse prendre. Il ne faut pas qu'on se laisse voler tout l'or qu'on a accumulé pendant des années. Il faut qu'on soit moteur de la manière dont on veut qu'il soit valorisé pour le bien public, pour le service public, et pas pour aller enrichir telle ou telle entreprise. Donc en fait, il y a un gros enjeu. Et par exemple, là, je n'ai pas illustré, mais il y a eu un rapport de la Commission sur l'intelligence artificielle qui évoque il faudrait libérer les droits, notamment les droits d'auteur des photographes, pour que les images et les données soient davantage disponibles. Donc on voit qu'il y a des pressions, il faut voir comment on y répond. Il y a de la sollicitation parce que la donnée, c'est l'élément de base de cette révolution et c'est l'élément avec lequel on travaille. Et donc après, j'avais évoqué, donc justement dans ce rapport, la question, c'est est-ce que l'inventaire est concerné ? Je ne commenterai pas longtemps le graphique, mais en gros, l'idée, c'est de voir quels sont les métiers les plus touchés. Il y a des métiers, si on prend l'exemple d'un danseur, évidemment, sa performance sur scène, son corps ne va pas être remplacé. Le chorégraphe, déjà, lui, il va être dans la conception. Donc, il peut imaginer faire appel à un outil de dessin. Le traducteur, lui, on est à fond dedans. Google Translate, on connaît tous. Mais néanmoins, certaines notions de nuances qui va rester utile. Et du coup, il va être plutôt dans le quotidien, en interaction avec, à l'inverse, en bas du graphique, on a plutôt des personnes qui pourraient être carrément remplacées, voire artiste plasticien ou écrivain. C'est vrai qu'une IA peut faire de A à Z, en fait, un travail de création. Donc, la question, c'est comment on se singularise, et du coup il y a même le métier de conservateur. Alors il ne détaille pas sur quel type de conservateur il pense. Allez, photo. Mais voilà, donc c'est sûr, c'est que ça va toucher tout le monde. Ça va surtout toucher les tâches plutôt que les métiers, mais c'est évident que ça va arriver assez vite. Autant l'intelligence artificielle, ça fait 60 ans que ça existe. L'intelligence générative, vraiment grand public, ça fait 2 ans. Donc on se doute bien qu'en 10 ans, vu que c'était le titre de l'après-midi, il va se passer pas mal de choses.
Donc là, j'avais mis un petit exemple concret, parce qu'on m'a dit, voilà, Jean, il ne faut pas partir trop loin, on n'a pas beaucoup de temps, donc j'ai pris un exemple concret. Vous connaissez tous ChatGPT. Bon, pour beaucoup, ça sert à tricher aux examens, à faire n'importe quoi, etc. C'est vrai, mais ça peut aussi servir à autre chose. Par exemple, on peut faire des ChatGPT personnalisés. C'est-à-dire que je peux paramétrer un petit chatbot, il peut faire différentes choses, et on a réfléchi ensemble quelles sont finalement les tâches qu'on pourrait déléguer sans trop de problèmes, parce qu'elles nous prennent du temps et voilà, il n'y a pas une grande valeur ajoutée. On a évoqué la question du format pour les références documentaires, et puis j'ai fait un petit test, je l'ai paramétré. C'est simple, hein, je lui ai donné le document normatif, et je lui ai dit, voilà, tu prends ce document, et quand je te donne une référence, tu mets en forme le gras, alors il n'y a pas d'italique en l'occurrence, mais le point au bon endroit, tu remets les choses dans le bon ordre, et donc là j'ai juste... On voit, j'ai copié un lot de références non normées, puis les ai remis dans le bon ordre. Ça, c'est vraiment le degré 0 de l'IA. Donc pour dire que même au degré 0 de l'IA, on peut faire des choses utiles pour nous maintenant. Donc imaginez, voilà, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, évidemment que ça va se développer. Donc l'idée, c'est que des outils comme ça soient développés pour nous, et en partie par nous, au moins en nous consultant pour dire de quoi on a besoin, comment on va que ça soit structuré, plutôt que ça soit imposé. Et là, on peut imaginer plein de schémas. Une entreprise start-up qui débarquerait, qui dirait moi, je vous fais l'inventaire du patrimoine religieux en 6 mois, pas de problème. Alors du coup, selon quelle norme, avec quel vocabulaire? Donc il faut que nous, on soit prêts à au moins se mettre dans la réflexion pour pas être laissé sur le bord de la route, parce qu'on voit déjà l'écart entre le secteur privé et le secteur public. Et du coup, on évoquait un peu la question des échanges. Donc moi, j'ai pour l'instant expérimenté des petits groupes sur Teams et j'ai vu déjà l'intérêt, c'était de pouvoir héberger des ressources ou des liens vers des ressources. Donc là, par exemple, j'avais écrit une petite note pour essayer de structurer un peu la réflexion avec quelques idées et j'ai mis également des liens vers d'autres sites. En l'occurrence, donc je ne détaille pas, mais il y a une base de données qui s'appelle Notion, pour ceux qui connaîtraient, qui permet de publier des contenus. Les personnes peuvent aller voir, ça c'est structuré. J'en ai fait 2, une boîte à outils d'IA pour l'inventaire, où j'ai mis plein d'outils répertoriés par catégorie, plutôt pour l'analyse statistique, pour la recherche, etc., les bibliographies. Et une autre liste de ressources, là c'est plutôt des guides généraux sur l'IA, des cours, des documents réglementaires, etc. Et puis voilà, Perplexity, c'est un outil un peu spécifique de moteur de recherche. Donc l'idée, c'est que, en gros, moi j'aimerais qu'au fur et à mesure, peut-être pas ce groupe, mais en tout cas, il y a une communauté qui se développe autour de la réflexion à l'IA. On n'est vraiment qu'au début. Il y a plein de choses à découvrir ensemble. Il y a plein de problèmes écologiques, etc. Je ne les développerai pas maintenant. Mais du coup, justement, ça demande de la réflexion. Et j'aimerais que celle-ci se développe. Donc, je vous donne l'exemple de cette toute petite initiative et j'espère qu'elle sera vite dépassée. Voilà, donc pour moi, l'IA-ventaire est une IA-aventure de l'esprit, Mialro. Et du coup, pour réagir, j'avais mis 3 questions juste après. Je crois que je ne sais pas. Si. Donc voilà, la question c'est volontairement provoquant. On n'aura pas la réponse ce soir. L'idée c'est de se projeter. Et moi vraiment, je me dis, on n'est pas souvent aussi nombreux à l'inventaire. C'est l'occasion que des idées émergent et surtout qu'on ait envie de continuer à discuter ensemble. Donc imaginons, inventaire plus 10 ans. Là, on est en 2034. Imaginons que ce qui me prend aujourd'hui 30 ans ne m'en prenne plus que 3. Je fais quoi après ? Alors, la liste est longue, mais on commence par quoi ? Qu'est-ce qui rend mon métier fastidieux et que je souhaite absolument déléguer ? Les références documentaires. Qu'est-ce qui rend mon métier passionnant et que je ne souhaite pas déléguer ? L'observation du terrain. Donc, c'est le type de questions, en fait, qui avant pouvaient sembler des rêves, parce qu'il y avait plein de limites techniques, et à mon sens, il y a des solutions techniques qui vont arriver plus vite qu'on ne pense. Et donc je pense que c'est déjà le bon moment pour commencer à se poser ces questions, sans se dire, voilà, au 1er janvier, j'arrête toutes les références documentaires, ça ne va pas aller dans ce rythme-là, mais simplement essayer d'avoir un cap, en fait, plutôt que de subir les transitions numériques, et voilà, de garder un cap ensemble, et surtout d'en discuter ensemble. Bon, qui va intervenir ? Moi, il me reste juste un peu plus de 3 ans, donc je vais essayer de faire 30 ans en 3 ans, quoi. Moi, je vais peut-être juste dire une chose, du coup, sur l'IA. Ce qui nous a paru important à la suite de ce premier projet qui a duré 1 an, là, et ce sur quoi on s'est très vite mis d'accord, c'est aucune remontée d'informations qui est générée par IA ne va rentrer dans le SI du service. C'est-à-dire que aucune information qu'une IA va produire
Pour le moment, on en est là, hein, c'est le début. Hein. Mais aucune information qu'une IA va générer va remonter soit dans Gertrude, soit dans la photothèque. Pour le moment, et on en est même à se poser la question d'une éthique au niveau photographie, parce que je vous assure, les outils d'IA sur la dernière version de Photoshop, c'est dingue. Hein. C'est vraiment très, très, très puissant. Ce qu'il faut savoir, par exemple, c'est que si vous téléchargez une plein écran sur Gertrude, l'IA va l'agrandir en quasi HD. Hein. C'est-à-dire qu'on peut faire des livres avec les photos de Gertrude. Hein. Bientôt, il n'y aura aucun problème. Et pas en calculant des pixels entre les pixels qui vont être écartés, en allant chercher dans une banque de données de milliards d'images, une série de pixels qui va être identique à celle qui va manquer pour venir la coller. Et donc, on se retrouve... tout est malléable, tout est fragile, tout est mouvant. Enfin, de ce point de vue-là, aujourd'hui, on tend à ça. Voilà. C'était juste un peu pour... J'ai envie de te dire, c'est presque pas possible parce que l'IA, elle est déjà utilisée en fait dans le détourage au niveau de Photoshop ou au niveau de Lightroom. Moi, je l'utilise pour faire du détourage par l'eau, pour pouvoir traiter mon fond, par exemple mon fond blanc, et le rendre encore plus blanc, et ainsi de suite. Donc c'est un certain type d'IA peut-être qui ne sera pas utilisé, mais c'est déjà utilisé et de manière, on ne sait pas, enfin, qui est très fine en fait. Voilà. Je te dis pas de remplacer des choses dans le paysage, de rajouter un tigre, ou voilà quoi. Mais l'IA, de toute manière, la puissance de calcul est déjà là et c'est déjà l'IA en fait qui fait ça quoi. Mais justement là-dessus, en fait, il y a un gros enjeu sur la transparence. Transparence des sources. Avec quelles sources s'est basé l'IA pour produire tel élément? Et puis transparence, quand on donne un contenu, comment on sait si c'est de l'IA, quel modèle? Et justement, il y a une réflexion en cours. Donc si nous, peut-être qu'on va avoir un certain retard, mais même les pouvoirs publics essaient de rattraper ce retard. Il y a un gros effort au niveau mondial de, est-ce qu'on met des filigranes, et à mon sens, le minimum qu'on peut, voire qu'on doit faire, c'est de se tenir au courant pour réfléchir aux différentes options qui sont prises. Et typiquement, on pourrait dire, je ne pense pas que ce soit possible de dire j'utilise pas l'IA, parce qu'à ce compte-là, autant ne pas avoir de téléphone portable. Enfin, je pense que ça va faire partie de la société, c'est déjà le cas. Donc on ne peut pas complètement mettre de côté. En revanche, il faut se dire où est-ce qu'on met les limites et surtout comment on les documente. Donc je pense que l'enjeu va plus se situer là. Et après, c'est dans les discussions de détail, voir jusqu'où on va. Mais l'important, c'est de se dire il faut trouver un milieu entre je ne m'en occupe pas ou je fais ce que je veux. D'autres interventions? Le monde est fatigué. Juste par rapport à l'usage de l'IA pour la retouche de la photographie, ce n'est pas un problème nouveau. C'est quelque chose qu'on a eu à partir du moment où on a fait du numérique. Et il a fallu qu'on applique une certaine déontologie par rapport à ça et utiliser avec parcimonie tous les outils de retouche que nous offre le numérique. Donc c'est d'abord une réflexion sur notre métier avant de dire voilà, j'utilise l'IA et je fais n'importe quoi. Et à la limite, si on modifie, on documente, je dirais. On le documente, j'en ai parlé hier, dans les métadonnées d'une certaine façon. On fait un adressement numérique, on peut le documenter. On recontraste une image vraiment à outrance, on remplace des bleus par des rouges pour que le chercheur rende lisible un dessin ou une peinture murale. On le documente. Là, ça devient la photographie scientifique et il faut se garder cet esprit-là et pas tout mettre sur l'IA et se dire on peut tout faire et faire n'importe quoi. Ah non, on peut tout faire, après faire n'importe quoi, ça. Et c'est probable que la photographie, je pense que l'avantage de la photographie, c'est qu'il y a déjà eu la transition numérique, et donc il y a eu la question de comment on le documente, et donc on ne part pas de rien. Si on prend le cas d'un texte, si on commence à générer des textes aussi, ou au moins en partie, puisque par exemple on peut créer un brouillon avec l'IA puis le reprendre après, du coup quelle est la répartition fait du travail? On peut juste créer un plan par exemple avec de l'IA et le remplir après. Qu'est-ce qu'on s'astreint ou pas en termes de documentation du fait d'avoir recouru à l'IA? Et là pour le coup il me semble que contrairement à la photo, la page est davantage blanche. Parce que déjà aujourd'hui, il y a des outils, c'est un peu une escalade, des outils qui vont essayer de reconnaître les textes générés par l'IA, et puis des outils qui vont essayer de brouiller en fait le fait que c'était créé par une IA. En fait, c'est une escalade permanente. Et la question, c'est nous, dans comment on se place là-dedans. Et à mon sens, ça serait illusoire de dire non, mais de toute façon, on ne va pas rentrer dans le débat et on va continuer à travailler comme on a toujours fait, et puis ça va bien se passer. Je ne pense pas que ce sera possible.
Merci. Du coup, je trouve que les questions qui sont posées, notamment la première, mais la deuxième et la troisième, sont particulièrement importantes. Et ça serait vraiment intéressant qu'on se penche dessus pour y répondre, vraiment. Et parce que on a une partie de notre métier effectivement qui est enfin voilà, faire des fiches de repérer, voilà, est-ce que c'est ça qui rend la chose passionnante, ou alors est-ce que toute une synthèse de documents d'archives, d'observations de terrain et de vraies valeurs ajoutées, on parle souvent de ce sujet avec Claire, qu'on peut apporter, est-ce que c'est pas là-dessus au contraire où il faut insister, et que l'IA ne fera pas correctement? Il y a des juristes aujourd'hui qui essayent de travailler avec ChatGPT, on voit bien qu'il y a des limites aussi à l'exercice, parce qu'il va essayer de répondre d'une certaine manière qui fait qu'il n'est pas au courant de la jurisprudence. Oui, les textes de loi ça va, mais il y a des choses qui sont très à la marge, et je me disais aussi peut-être que là il y a un vrai gros sujet pour la mission. En tous les cas, pour vraiment essayer de centraliser. Alors, évidemment, pas tout seul, hein, mais avec nous, pour qu'on puisse s'emparer de ces questions-là, comme tu dis exactement, pour que quand ça arrive, ou avant que ça arrive, justement, on soit déjà clair avec nous-mêmes, clair avec ce qu'on veut faire de notre métier aussi, et de comment on veut le voir progresser. Et voilà, on ne sera pas surpris, mais on sera au courant, on sera là, et on sera bien posé sur nos bases, et on pourra y répondre. Je précise que pour aujourd'hui, donc voilà, j'ai raccourci par rapport aux diapos que j'avais mises, mais j'avais remis une citation de Pérouse de Monclos qui disait qu'on s'est beaucoup investi dans la description, mais parfois au détriment de l'interprétation. Et à mon sens, et c'est très bien tout ce qu'on a fait les vocabulaires, les thésaurus, etc. Toute la méthodologie qui permet d'avoir des données de qualité. Et on voit que c'est pour ça que l'inventaire aussi fait des envieux. Mais maintenant, je pense que ça peut être l'occasion de se dire peut-être qu'il y a une partie de cette description qu'on peut déléguer à l'IA pour se réemparer mieux de l'interprétation. Et typiquement, ce matin, ce qu'on disait, peut-être que sur les dossiers Gertrude, c'est bien d'avoir plein de dossiers pour les interrogations, mais c'est bien aussi d'avoir des beaux dossiers de synthèse qui soient aussi valorisés avec des ISBN sur des canaux de recherche, etc. Donc moi, je rêve d'un futur où, en gros, on passe assez peu de temps sur vraiment les dossiers, parce qu'il y a un caractère assez mécanique, mathématique, et plus de temps sur les publications, qui sont vraiment la fine fleur de la réflexion, et qui, elles, parlent davantage, en fait, s'insèrent davantage dans un réseau de recherche ouverte, comme on l'a dit ce matin. Il y a une question. Marc. Marceline. Judith. Rebonjour à tous. Judith Kagan, donc pour la sous-direction des monuments historiques, mais aussi membre du comité de rédaction culture et recherche. Et j'espère que vous découvrirez aussi avec intérêt les autres numéros de cette revue qui est en ligne, complètement accessible en données ouvertes, en tout cas le PDF. Voilà, regardez un peu tout ça. Il y a une journée d'études qui aura lieu d'ailleurs sur les 40 ans de la revue Culture et Recherche vendredi prochain à l'École nationale des Beaux-Arts. Sur l'IA, je voulais juste signaler qu'il y a un sommet international qu'accueille la France en février prochain sur ce domaine-là. On nous a demandé au sein de la direction de produire des fiches sur l'utilisation de l'IA. Et nous, on en a établi 2. Une sur l'IA concernant l'état sanitaire des monuments historiques, du patrimoine bâti en général. On pense qu'il y aura beaucoup à faire d'une manière générale, là encore, pour exploiter toutes les données recueillies et pouvoir les cartographier, le SIG, les proportions, les statistiques, etc. Tout ce qu'on peut glaner là-dessus. Et l'autre demande, et là ça me permet de vous remercier tous, c'est la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Parce que la reconnaissance d'images similaires permet, quand on voit des œuvres passées sur le marché de l'art, d'identifier des biens qui ont été à un moment donné, dans les années 60, 70, 80, ici ou là. Et grâce très souvent à la documentation de l'inventaire, on a pu récupérer un certain nombre d'œuvres d'art. Vous reverrez comme ça le dernier bilan des vols établi par mes collègues du Bureau de la conservation des monuments historiques mobiliers qui vient d'être mis en ligne. Et c'est vrai que personnellement, je rêve de l'industrialisation
l'organisation de cette recherche, c'est-à-dire que plutôt que nous tous, avec nos yeux, d'aller regarder la Gazette de l'Hôtel Drouot, les ventes aux enchères, etc., de confier ça, effectivement, là encore, à l'IA pour faire les rapprochements. Et je suis sûre qu'on récupérerait bien plus d'objets qu'on ne le fait, même si on en récupère pas mal. Merci. Oui, Marceline Brunet. Moi, je trouve que les deux questions sur lesquelles Myriam a attiré notre attention sont très importantes et très intéressantes. Je pense que c'est des questions qui sont quand même pas faciles à trancher. Et je crois que notamment la troisième question, qu'est-ce qu'on ne va pas déléguer qu'on ne déléguerait sous aucun prétexte donc à l'IA, puisque c'est de ça dont il s'agit. Je crois qu'on ne va pas être tous d'accord là-dessus. Je crois qu'il faut faire attention et pas croire qu'on se réunit avec un petit groupe de travail et en 3 coups de cuillère à peau, on a décidé que dorénavant, c'est l'intelligence artificielle qui écrira les dossiers. Parce que là, je pense franchement que c'est allé un petit peu vite en besogne. En revanche, sur la deuxième question, le côté fastidieux, là, je trouve qu'effectivement, c'est une piste. Et je pense que l'exemple de la référence documentaire, c'est un bon exemple parce que c'est non seulement fastidieux, mais d'après mon expérience, vous n'avez pas 2 chercheurs qui savent faire une référence documentaire correctement. Donc, je passe mon temps à... Même pas moi. Je fais aussi des erreurs comme tout le monde. Et c'est vrai que j'ai l'impression, il faudrait qu'on fasse une statistique, là, mais j'ai l'impression que ceux qui ont la lourde tâche de relire les dossiers avant qu'on les publie sur les sites sont vraiment à la peine sur ces chapitres des références documentaires. Donc effectivement, c'est un très bon exemple. Il y a peut-être d'autres exemples de tâches comme ça assez fastidieuses où on a clairement l'impression qu'on perd notre temps. Moi, je suis d'une génération qui a connu la tâche absolument exaltante qui consistait à coller des gommettes rouges dans le coin supérieur droit de chaque dossier. Je pense qu'on ne doit pas être plus très... de chaque page de chaque dossier, oui. On ne doit plus être très nombreux à avoir vécu ce genre de choses. Et sur la première question, je voudrais aussi revenir. Si je pouvais accomplir en 3 ans le travail de 30 ans, ça c'est une question un peu vertigineuse. Et je pense que de toute façon, il faudrait voir aussi si on a envie d'accomplir en 3 ans le travail de 30 ans. C'est une vraie question, ce n'est pas une boutade. C'était des questions pour réagir, c'est très bien. Je dirais juste que ces 3 questions, le but en effet, c'est pas qu'elles soient tranchées à la va-vite, c'est plutôt qu'on commence à en parler et peut-être qu'on ne tranchera jamais. Et ce groupe, c'est pas, hop, effectivement, on fait 3 cafés puis on a résolu. C'est voilà, une vraie compétence, un vrai axe en fait à développer. Et je suis tout à fait d'accord. C'est probable qu'on soit peut-être pas d'accord sur tout, mais l'idée, c'est là aussi, c'est pas d'être dans une guerre de tranchées. C'est le plus important, c'est d'en discuter, parce que le pire, ça serait d'être sur des positions qui soient différentes, mais pas pour des bonnes raisons, juste parce qu'on ne sait pas parler, et surtout de ne pas connaître les positions des autres. Donc vraiment, mon but, c'est pas du tout de dire qu'il y a un qui a bonne parole, et surtout moi, vraiment, j'amène le sujet, mais ça ne veut pas dire que j'ai aucune autorité pour dire dans quelle direction il faut aller. Voilà, il y a ce format un peu vertical, mais j'espère qu'après, dans les échanges, justement, ça sera moins vertical. Julie Faure, service de l'inventaire Île-de-France. Je voulais juste revenir, mais pour qu'on en discute, sur ce que tu disais sur la concurrence potentielle à venir, qui peut arriver très vite. Si on fait des exercices réguliers de sonder l'IA, moi je le fais parfois sur certaines communes que je connais bien pour voir. Donc, donne-moi les caractéristiques du patrimoine bâti de Saint-Cloud, par exemple. Et ça va tellement vite qu'en fait... d'un mois à l'autre, il y a déjà des données qui sortent et très honnêtement, c'est quand même très préoccupant. Alors, pas le chat GPT, mais celui qui nécessite un abonnement. Donc, il ne faut vraiment pas sous-estimer la production de données, l'articulation, le fait qu'il soit capable aussi de poser une forme de raisonnement. C'est quand même, tu disais que c'est bluffant pour la photo, c'est assez bluffant aussi pour l'analyse des données, la production qui n'est pas de la production intellectuelle, mais qui est quand même de la génération de contenu argumenté. Et plus vous demandez, plus vous raffinez, et plus il vous donne de la donnée. Ouais, d'accord, mais donne-moi ça je veux ça sur le patrimoine art déco. Et il le sort. C'est quand même assez dingue. Donc je pense qu'effectivement, faut pas se censurer, et il ne faut pas se dire non, ça n'arrivera pas. Si, c'est déjà là en vrai, en réalité. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce que nous, on va apporter, et je te rejoins sur la qualité de réflexion et probablement collective à terme assez vite.
Caroline Guibaud, région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, juste pour nuancer peut-être le propos, j'ai fait l'exercice, moi, avec ma dernière publication. On lui a dit, fais-nous le 4e de couve à ChatGPT. Et donc, on lui a donné tous les éléments, tout ça. Et ce qu'on a vu ressortir, c'était assez intéressant, c'était tous les lieux communs sur le patrimoine de la région en question. Et sauf que nous qui avions travaillé sur cette région, on voyait bien justement que c'était plein de lieux communs et que c'était des erreurs la plupart du temps. Donc, je pense que l'intelligence artificielle, en fait, elle fait ressortir l'intelligence déjà produite par d'autres. Bien sûr, mais il y en a de plus en plus. L'accumulation fait que tu dis, sors-moi l'inventaire du patrimoine bâti de telle ville. Oui, mais dans une région où il y a déjà beaucoup de choses, ça va marcher. Mais là où il y a énormément de choses qui arrivent tous les jours. Donc voilà, c'est tout. Et à terme, nous, on a évidemment une volonté d'exigence intellectuelle et scientifique, mais il ne faut pas se leurrer. Mais en face de nous, il y aura peut-être des gens qui se diront, nous, ça nous suffit. Donc en fait, c'est ça la vraie question. Je précise qu'il y a effectivement un véritable enjeu. On l'a dit, la donnée, c'est un élément clé là-dedans, et en particulier la qualité de la donnée. C'est pour ça qu'on nous envie de nos données, c'est parce qu'elles sont de qualité. Qualitative. En effet, voilà, si on dit une donnée de qualité au départ, on aura un contenu de qualité à la fin. Et vice-versa. Donc le problème, effectivement, c'est qu'il va chercher un petit peu n'importe où et il produit quelque chose d'un peu approximatif. Donc c'est à nous, en fait, de faire valoir le fait que par nos données de qualité, on arrive à un contenu supérieur. Et du coup, ça pose des questions de comment on le fait valoir. Et je précise aussi, comme on parlait d'action de remplacement, je disais que ça va remplacer des tâches et pas des métiers. Et de même, souvent, ce qui permet un produit de qualité par l'IA, c'est une interaction avec l'IA. C'est-à-dire, tu fais ça, après, je te corrige. Donc en fait, ce n'est pas déléguer un bloc, c'est être en interaction. Et juste pour finir, on n'est pas les seuls producteurs de données sur la question de l'inventaire. Donc en fait, quand il va ratisser toutes les thèses, quand il va ratisser tous les articles, nous, on a beau produire de la donnée, on n'est pas les seuls à produire de la donnée qualitative. Bien sûr, d'où l'intérêt des réseaux de recherche et de ne pas être isolés. Oui, Alain Basqui, chef de la mission de l'inventaire général. Alors, si je pouvais accomplir en 3 ans le travail de 30 ans, que ferais-je? En fait, on aurait pu demander en fait, à ChatGPT, une intelligence artificielle, de faire l'inventaire général de la France, puisque l'objectif du départ, c'était 30 ans. C'était 30 ans, donc là, ce serait bien, parce qu'en 3 ans, l'inventaire serait fait. Non, plus sérieusement, je crois effectivement qu'il y a toujours cette pensée magique liée à l'outil et à l'inventaire. L'outil est quand même très important et très, très central pour nous. Et le fait est qu'avec ces intelligences artificielles, il y a quelque chose de magique, ou en tout cas qui donne l'impression qu'il y a quelque chose de magique derrière. Alors moi aussi, je me suis amusé à interroger une commune sur laquelle j'avais travaillé, et puis j'ai demandé à ChatGPT quel était le patrimoine de cette commune-là. Alors c'est très, très intéressant parce qu'il me sortait aussi des lieux communs et des poncifs sur cette commune. Et j'ai constaté qu'il n'allait pas chercher les dossiers, en tout cas il n'allait pas chercher à l'intérieur des dossiers de l'inventaire, puisque je demandais le nom d'un architecte et je savais très bien que cet architecte, il était dans la base de données, c'est moi qui l'avais rentré et il ne me le sortait pas. Donc il y a encore aujourd'hui des limites, et notamment ce qui est quand même un petit peu inquiétant, c'est qu'il ne va pas chercher dans les données qui sont dans les dossiers de l'inventaire, qui sont les bonnes sources finalement pour connaître le patrimoine. Il reste finalement à la surface des choses. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui rend mon métier fastidieux et que je souhaite absolument déléguer? Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on peut se projeter dans quelques années où, à partir d'images du territoire, et là on a Google Street View par exemple, et puis toutes les images aériennes qui ont scanné le territoire, et bien, si on couple ces images-là avec une intelligence artificielle et qu'on lui demande de faire un diagnostic patrimonial du territoire, je pense que dans quelques temps, peut-être même dès aujourd'hui, le diagnostic patrimonial du territoire, il pourrait être fait quasiment immédiatement. Un repérage, je crois qu'il pourrait être fait de la même manière. Malgré tout, cet aspect fastidieux du métier, d'être sur le terrain à regarder chaque élément bâti, c'est essentiel parce que c'est là que se forme le chercheur, c'est là que se forme le regard, et ça ne pourra jamais être remplacé. Et pour aller sur l'écriture, ensuite, la fine fleur de l'inventaire, c'est-à-dire l'écriture des synthèses et l'écriture des ouvrages, il faut être passé, je crois, par ce moment fastidieux que rien ne remplace. Belle conclusion. Effectivement, j'avais cité le terrain parmi les choses qui, en tout cas pour moi, rendent le métier passionnant et qu'en effet, il ne faut pas déléguer. C'est plutôt d'une assistance.
Et je pense qu'on touche un point très important sur pourquoi ChatGPT. Alors on en cite un, mais il n'y a pas que lui. Il y a Claude, il y a d'autres IA, il y a Mistral qui est une solution française. Il y a ça aussi. Voilà, on connaît tous Google, mais c'est pas le seul. Donc il y a un enjeu aussi même de souveraineté en fait française, de quels outils on utilise. Donc voilà, faire le parallèle. J'évite de dire IA égale ChatGPT parce que c'est réducteur. Donc du coup, il faut qu'on s'habitue tous à penser comme ça. Il y a Mistral, il y a les autres. Et du coup, c'est un exemple. Et puis par ailleurs, les tests qu'on fait aujourd'hui, des fois, ce sont des modèles qui ont été entraînés il y a 1 an ou il y a 6 mois, mais ça va évoluer très vite. Donc même si on peut dire aujourd'hui c'est limité, oui, mais ça va aller plus vite. Par exemple, déjà, si on utilise Perplexity, qui est un autre outil que j'avais montré rapidement, qui lui est vraiment plus basé sur la recherche, lui déjà de meilleure qualité. Et par exemple, on peut le dire, ne cherche que dans les ressources académiques ou que dans les posts de réseaux sociaux. Donc on voit qu'il y a ces segmentations qui existent. Et à mon sens, un des enjeux forts de la valorisation des données de l'inventaire, c'est pas uniquement comment nous on le valorise activement, c'est comment nous on fait passer nos données dans certains de ces modèles, quitte à choisir, ChatGPT, il n'aura pas accès à mes données parce qu'il fait n'importe quoi. Par contre, Mistral, qui est français, qui a signé un accord, lui, il peut. Et du coup, on valorise sur le fait que voilà, vous voulez entraîner, vous voulez savoir des choses sur notre patrimoine, vous voulez passer par une IA, et passer par Mistral, il aura accès aux données inventaires. Par exemple, il y a des grands groupes de presse qui commencent à se mettre d'accord avec certaines IA pour mettre des liens vers leurs articles. Donc en fait, un de nos enjeux, ça va être ça aussi. C'est une sorte de médiation médiée, c'est-à-dire que ça ne sert pas directement nous, nos sites, mais simplement le fait qu'on ait placé nos données au bon endroit. Et ça, c'est à nous de décider et de décider en conscience. Peut-être pour ajouter une chose, le prestataire IA de la région, il aspire direct, enfin, il garde ça pour lui dans le projet, dans les serveurs de la région, mais il a aspiré Mérimée-Palissy. On est quand même dans la question de l'open data avec des règlements européens, etc. Donc il y a aussi une grosse demande forte d'ouverture des données. Et voilà, ça pose plein de problèmes de droit, etc. Mais on est dedans et depuis quelques années déjà. Donc ça, pour le coup, c'est pas nouveau. Ça va simplement, ça a des conséquences plus lourdes simplement. Juste pour répondre à Alain sur les données, c'est Gilles, qui ne sortent pas parce que tu interroges l'IA, c'est pas parce qu'il n'a pas vu les données de l'inventaire, c'est parce que statistiquement, il n'y avait qu'une donnée de l'inventaire par rapport à une quantité d'articles peut-être de presse qui vont décrire le village autrement. Et donc du coup, c'est ces articles de presse qui font foi par rapport à la donnée de l'inventaire qui finalement, elle n'est pas fiable pour l'IA puisqu'elle est minoritaire. Ah oui, bien sûr. L'intérêt de paramétrer les IA. Mais c'est le paramétrage de l'IA, justement, est bien orienté sur la bonne base de données ou méga base de données, puisque c'est ça, on travaille sur des méga bases de données, les orienter sur des bases de données de qualité, en fait. Bien. S'il n'y a plus de questions, si encore Oui, je voulais rebondir aussi, on m'entend, oui, sur l'IA et Ça marchait. Ouais, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je m'entends. Philippe, il faut que tu te présentes. Oui, pardon, Philippe Hérault, je suis photographe à la région Île-de-France. Donc c'était pour rebondir un petit peu sur les réflexions qui avaient été données, d'une part sur ce que tu disais Stéphane, sur effectivement la défiance qu'il peut y avoir par rapport à l'image. Donc en fait ça c'est pas tellement, je dirais presque un problème lié à l'IA parce que ça va de toute façon se développer, ça se développe. C'est un problème lié au fait qu'on ne dira pas que c'est généré par une IA. C'est ça qui va disparaître, c'est-à-dire la légende accompagnant l'image. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est qu'à l'intérieur de ça, et nous, la question préalable qu'on s'était posée, c'est que nous, à l'inventaire, on a une méthodologie, il y a une approche scientifique, il y a un système aussi, on va dire, de verrouillage à la fois de la donnée scientifique et de l'image qui s'auto-verrouille entre elles, parce qu'il y a un système descriptif, des thésaurus, des champs, qui, d'une certaine manière, valide l'image. De même qu'à l'inventaire aussi, l'image valide le texte. Donc les deux sont complètement encapsulés. Donc la valeur ajoutée que va avoir peut-être très rapidement l'inventaire, c'est qu'on pourra valider le fait que les images soient réelles. En tout cas, un réel patrimonial, on va dire. Si tant est que la photo... Enfin bon, voilà. Mais donc là, c'est peut-être la bonne nouvelle, mais savoir comment faire pour vraiment indiquer que cette image-là, précisément, aura un rapport direct avec le réel, parce que prise à un moment T avec, justement, un ensemble de légendes, Tycho, etc., qui la valident complètement. Donc voilà, là c'était la base de la réflexion, enfin la réflexion qu'on avait aussi là-dessus, je pense, c'était celle-là. La crainte, moi, que j'ai par contre par rapport à l'IA, mais ça c'est beaucoup plus général, c'est que je pense qu'il y a des enjeux qui sont liés à l'IA et qui sont des enjeux, par contre, économiques, avec des centaines, voire des milliards de milliards investis là-dedans. Donc, ça donne un peu
une puce à l'oreille, on dit tiens, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, et qu'on commence déjà effectivement à parler de suppression de postes, parce que voilà, il y a toute une économie là qui est derrière et qui a priori n'est pas là pour investir, pour perdre de l'argent. Et là, quand on parle de l'IA, ce qu'il y a, c'est que nous avons ici un collège d'expertes et d'experts, fort heureusement, où on est encore capable d'en parler. J'espère que ce collège-là ne va pas disparaître, parce que bientôt, peut-être qu'on ne sera plus en mesure de savoir ce qui se passe à l'intérieur d'une IA, parce que les algorithmes s'entraînent eux-mêmes, et on ne sera plus, et déjà, on n'est pratiquement plus déjà, il me semble, en mesure de savoir comment elles-mêmes fabriquent leurs propres connaissances et comment elles s'autogénèrent à l'intérieur. Pour certaines IA, j'entends. Donc là, c'est bien parce qu'on est encore capable d'en parler, parce qu'on peut avoir un regard critique et d'expert sur ce qui est produit, c'est ce qu'on a dit, sur les 4e de couve, ainsi de suite, sur des études, mais faisons attention à toujours être là pour pouvoir être devant et pas derrière, et ne pas même avoir disparu au passage sans savoir ce qui se passe. Je pense que c'est important parce que justement, si on veut être un peu proactif, de s'intéresser au sujet et de ne pas se laisser trop, un peu comme l'éco-anxiété, de se laisser trop envahir par là, je vais disparaître, parce que je pense que c'est probablement faux, personne n'a le boule de cristal, mais c'est sûr que si on part d'emblée avec cette idée-là, il y a plus de chances de ne pas s'y intéresser du tout et d'être mis sur le côté. Mais c'est sûr que c'est un sujet important et il faut s'y intéresser parce que ça va évoluer assez vite, ça va être de plus en plus important, et plus on connaîtra des choses dessus, plus on pourra apporter un avis juste et éclairé. Je pense que c'est bon, on va arrêter ici les questions et donc on va laisser à Jean-Baptiste Minert l'honneur de conclure cette journée.